Here we go! Ok, donc petit stream aujourd'hui sur juste la question la plus importante au monde, to the world, le plus grave crime contre l'humanité. Et ouais, aujourd'hui ça va être joyeux, petit thème sympathique pour commencer, comme il se doit, j'allais dire la semaine, mais c'est plutôt la fin de semaine, mais bon, vous avez capté. Et on va se regarder donc quelques petites vidéos sélectionnées par mes propres putains de soins. Il y a aussi un petit article là que je voulais lire sur Le Point. Bon, Le Point, je pense pas que ce soit la référence la plus solide, mais ça va permettre d'avoir un petit angle de vue un peu droitard sur la question, donc ça va être intéressant. Et après, il y a des petites vidéos qu'on va se regarder vite fait. On va juste lire l'article, il n'a pas l'air trop long. Donc, petit article aujourd'hui, enfin petit thème assez grave s'il en est, mais important. Ça s'est passé, je crois que c'était hier, attendez, le 27, ouais c'était le 26 je crois, 25 ou 26, je sais plus, mais bon bref, on va lire l'article et après on va se regarder des petites vidéos pour se plonger un petit peu dans le contexte vite fait, ça va nous permettre de réagir. Moi j'ai 2-3 points sur lesquels aussi je voulais réagir par rapport à cette question, pour voir les douilles possibles, mais les points positifs et les douilles quoi, faut qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Donc l'ONU reconnaît la traite des esclaves africains comme le plus grave crime, the worst crime ever, le plus grave crime contre l'humanité. Mais les réparations restent un mirage, voilà, ça déjà la question des réparations elle est archi importante et on va en reparler. C'est une douille supplémentaire comme tout ce qui est reconnaissance de la traite. Mais en gros, ce que la France a fait, je crois que c'était sous Macron, sous l'autre, le gros là. Le gros du PS, merde, comment il s'appelle, je suis ouf. Bon bref, vous l'avez certainement. Sous Taubira, en gros, c'était Taubira, je crois, qui avait mis ça en place, quand elle était ministre, garde des Sceaux plutôt, et la journée de l'abolition de l'esclavage, je crois, c'est un truc comme ça, je sais plus exactement le titre. Mais en gros, c'est une douille, voilà. Ils savent qu'il y a la pression qui arrive, et donc ils sont obligés de faire quelque chose, mais c'est symbolique, et en fait, il y a aucune réparation, il y a rien du tout, comme d'hab, mais bon. On va en reparler. Donc victoire symbolique et politique pour l'Afrique et les Caraïbes, mais résistance occidentale, dossier explosif et silence persistant sur la traite arabo-musulmane qui a déporté des millions d'Africains pendant 13 siècles, rappelle que mémoire et réparation restent inachevées. Déjà c'est très intéressant de voir l'angle que Le Point prend, Le Point qui essaie de se décharger de la peine, de la responsabilité et tout, en mettant tout de suite la traite arabo-musulmane. On répète, on ne le répétera jamais assez, la traite arabo-musulmane a fait des dingueries, mais elle n'a pas systématisé le racisme et la traite négrière comme ça a été le cas avec l'Europe et l'Occident, donc c'est très important de le noter. Et là c'est toute la stratégie qu'on a déjà vu avec le mec qui est invité souvent, qui était invité parce que je crois qu'il est mort, TDI Ndiaye à l'époque et tout, qui était invité sur les plateaux, je crois que c'était BFM, des trucs comme ça et tout, pour justement, parce que lui il mettait en avant la traite arabo-musulmane et ça plaisait beaucoup aux médias français qui justement essayaient de se défausser par rapport à leur putain de responsabilité. Donc vous voyez un petit peu la douille aussi qui peut se jouer à ce niveau là. Bref, on a déjà dit beaucoup de trucs, on n'a même pas encore lu l'intro. Si c'est un intro. Des twists. Attends, l'article est long, quoi. En vrai, j'ai pas. Ouais, ça va, il est pas trop long. Pourquoi la traite. Ah, il y a un gros encart sur pourquoi la traite arabo-musulmane échappe aux demandes de réparation. Ah, c'est bizarre ça. C'est pas. Pourtant, je crois que le sujet c'était pas la traite arabo-musulmane. Ah, et qui cite dedans? Qu'est-ce que je vous disais? NDI. Bon, allez, tac, on lit vite fait. Allez, c'est parti. L'Assemblée Générale des Nations Unies a franchi un seuil symbolique et politique majeur. Le 25 mars, porté par le Ghana et soutenu par une large coalition d'États africains et caribéens, une résolution qualifiant la traite transatlantique des esclaves africains de crime le plus grave contre l'humanité a été adoptée par 123 voix. Et ça, c'est très intéressant. Ah, ils vont le dire après. Mais derrière cette apparente unanimité morale, le vote raconte une autre histoire. 3 pays, l'Argentine, Israël et les États-Unis, ont voté contre. Bon, ça déjà, c'est. J'allais dire c'est une dinguerie, mais c'est juste normal en fait. Là, c'est juste la normalité de la normalité. Comme par hasard, États-Unis, Israël, Argentine. Argentine qui a juste fait un petit génocide sur les Renois en Amérique du Sud. Donc imaginez un peu qui vont pas trop reconnaître la responsabilité de la traite négrière, quoi. Bon, Israël, Israël, États-Unis, grand Satan, petit Satan, vous connaissez les bails et tout, donc bien sûr que ils marchent main dans la main, et ils vont pas non plus reconnaître la suprématie blanche et toutes les dingueries qui ont été faites, et tout ça, et surtout qu'Israël, il y a aussi un enjeu épistémique, dans le sens où, pour eux, la Shoah est le plus grand crime de l'humanité. Donc imaginez s'il y a un plus grand crime que le plus grand crime de l'humanité. Vous voyez un peu le délire, qui commence à desserrer tout leur narratif et tous les génocides qu'ils sont en train de faire en ce moment et tout, enfin ce qui leur permet de justifier le génocide. Vous imaginez un peu les bails, quoi. Là, il y a vraiment des enjeux, et ça c'est Norman qui en parle beaucoup, notamment dans le manifeste afro-décolonial, il y a toute une partie sur l'étymologie du mot génocide et comment les États-Unis ont fait sortir justement par exemple la traite négrière du mot génocide, et comme ils ont circonscrit le mot génocide juste à ce qui s'est passé pour certains peuples, et notamment le plus grand crime des plus grands génocides, la Shoah, quoi. Donc ça c'est archi intéressant de voir tous les enjeux aussi géopolitiques qu'il y a autour des mots et des sanctions, de la justice et toutes ces merdes là, quoi. Bref, on notait où on votait contre tandis que 52 se sont abstenus. Donc dans les 52, dites-vous, il y a tous les pays européens. C'est aussi simple que ça. Tous les putains de pays européens sont dans les 52 que vous voyez, parce que, encore une fois,
ils sont pas trop chauds pour reconnaître le bail, parce que reconnaître, ça veut dire réparation, quoi. Ça veut dire culpabilité, réparation éventuelle et tout, donc... Et l'histoire semblerait montrer qu'ils ont une petite responsabilité dans le bail, donc voilà, quoi. On comprend un peu mieux les enjeux. Donc une cartographie diplomatique qui relève un creux, une ligne de fracture persistante sur la question explosive des réparations. Oui. Pendant plus de 4 siècles, entre le 15e et le 19e siècle, plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, déportés vers les Amériques et les îles Atlantiques dans des conditions d'une brutalité extrême. D'une brutalité extrême, je pense que c'est quand même, ça reste un euphémisme. Des millions d'entre eux n'ont pas survécu à la traversée. Et ça, dans les registres d'assurance, parce qu'il y a vraiment une traçabilité des esclaves et tout, on sait que minimum 1 million d'esclaves sont morts pendant la traversée, qui ont soit été jetés à la mer, soit ils sont morts à cause des conditions de transport et tout, soit ils ont été jetés à la mer parce que, étant des biens meubles, étant des marchandises, les assurances pouvaient des fois gagner plus d'argent à les tuer que à les garder en vie et tout. Suicider aussi, bien sûr, mais il y avait aussi tout le truc de, justement, il y a des coûts à l'assurance, j'ai envie de dire, qui est un truc assez ouf. Et dans les registres, il y a tous les registres, notamment hollandais et tout, il y a un site, faudrait que je retrouve, un site que j'avais vu qui était archi intéressant, où on voyait justement tous les registres, et il y avait la comptabilité générale des marchandises morts pendant la traversée, et c'était 1 million. Donc rien que ça, 1 million d'esclaves, enfin d'Africains, déportés, morts pendant le transport. Donc imaginez un peu la proportion totale des gens qui ont été déportés, quoi. Des millions d'entre eux n'ont pas survécu à la traversée, oui, ceux qui ont vécu ont été réduits à une condition d'objet intégré dans un système économique global fondé sur la déshumanisation. En reconnaissant la singularité de cette histoire, par son ampleur, sa durée et ses effets systémiques, l'ONU entérine une lecture du monde où l'esclavage n'est plus seulement un passé, mais une matrice des inégalités contemporaines. Bon, ça c'est bien, ça montre que la continuité entre la situation des Noirs aujourd'hui dans le monde, partout dans le monde, et cette histoire. Comme l'a souligné le secrétaire général Antonio Gutiérrez, les blessures de cet héritage restent profondes, nourrissant racisme systémique et inégalité globale. C'est précisément ce point qui cristallise les tensions. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, encore une fois, c'est pas une initiative qui vient d'eux, quoi, surtout Gutiérrez. Mais en gros, l'initiative, elle vient pas d'eux, comme ça a été dit un peu plus tôt, c'est les pays d'outre-mer et les pays d'Afrique et tout qui ont mis la pression, quoi. Sinon, imaginez-vous bien que jamais de la vie, ils auraient fait voter ce truc-là, quoi. Donc ça, c'est très important. C'est un quoi, les Portugais. Portugais. Ouais, petite responsabilité dans la traite négrière. Petite. Bref, ok, l'Afrique revendique justice. Pour Accra, cette reconnaissance constitue une étape préalable indispensable à toute justice réparatrice. Le président ghanéen John Dramani Mahama l'a résumé devant l'Assemblée. Il s'agit de proclamer la vérité pour ouvrir le chemin vers la guérison. C'est important aussi, parce que les réparations, c'est pas que pécuniaires, hein, c'est des réparations aussi mentales, culturelles, enfin bref, il y a tout un tas de domaines dans lesquels ça joue, quoi, ça influe. Une ligne assumée par l'Union africaine qui a fait des réparations un axe politique structurant, et par la CARICOM, engagée de longue date dans ce combat. CARICOM, je crois, c'est l'ensemble des pays des Caraïbes, quoi. Des lignes de fracture, mais en face, les résistances demeurent, et elles dessinent une géographie politique sans ambiguïté. Les États-Unis ont voté contre, estimant qu'aucun droit légal à réparation ne pouvait être reconnu pour des faits qui, à l'époque, n'étaient pas juridiquement condamnés. C'est juste une dinguerie de dire ça. L'adoption de cette résolution sert également de garde-fou contre l'oubli, a dit le président ghanéen qui s'en est pris aux politiques d'aujourd'hui qui normalisent tout doucement l'effacement. En particulier aux États-Unis où des livres sur le sujet sont bannis des écoles et des bibliothèques publiques. Bon, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est une petite dinguerie là sur la politique aux États-Unis, mais bon. Le Royaume-Uni et plusieurs pays européens ont choisi l'abstention, invoquant le risque de hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Choisis l'abstention invoquant le risque de hiérarchiser. Ouais, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est la douille. Ils vont faire croire que c'est parce qu'il y a la Shoah et du coup, faut pas hiérarchiser et tout. Mais en gros, c'est juste pour pas reconnaître leur faute et pour pas payer les réparations, quoi. La France, où la loi Taubira, adoptée en 2001, reconnaît la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité, a choisi le soutien, mais à marche forcée. Attends, a choisi le soutien ? C'est-à-dire a choisi le soutien, elle a voté pour, elle a voté contre ou elle s'est abstenue? Ça veut rien dire, a choisi le soutien. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la loi 2001, la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, mais bon, c'est juste un truc symbolique qui avait été voté à l'époque, voilà quoi. À la tribune, son représentant Jérôme Bonafont a qualifié la traite et l'esclavage d'abomination, les inscrivant parmi les crimes les plus graves de l'histoire. Une condamnation nette, mais qui s'arrête au seuil des conséquences, voilà. Encore une fois, quand la pression est trop forte, ils sont obligés de lâcher un peu de lest, mais ça va jamais aller jusqu'à la reconnaissance réelle et les réparations. Alors que même Abraham Lincoln avait promis des réparations pour enrôler les Noirs américains dans son armée. Ouais, mais ça, tu connais la douille, c'est toujours la même chose, il y a toujours la même logique, c'est les Noirs, quand ils te servent, c'est là où tu leur donnes des droits, quand ils sont là pour aller faire la guerre pour toi, la guerre de sécession en l'occurrence. Dans un autre discours, après le début de la guerre, Lincoln disait la chose suivante. « Mon but suprême dans ce conflit est de sauver l'Union, et n'est pas de sauver ni de détruire l'esclavage. Si je pouvais sauver l'Union sans libérer les esclaves, je le ferais. Et si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais aussi. Et si je pouvais la sauver en libérant certains et en délaissant les autres,
je le ferai aussi. D'ailleurs, je sais plus quelle émission c'était, c'est un truc sur Arte qui était archi intéressant, où on voyait le droit de vote octroyé aux Renois et tout, et en fait, comme d'habitude, c'est pas parce que les Renois avaient les mêmes droits que les autres citoyens, c'est parce que en fait, ça pouvait faire pencher la balance d'un certain côté, justement, je crois du côté pas des confédérés, des autres, et en gros, la voix d'un noir comptait pour un tiers de la voix d'un blanc ou un truc comme ça, donc voilà, vous voyez un peu le type d'égalité qu'ils voyaient, quoi. Bref. Toujours les mêmes douilles. Voilà, 40 acres et une mule, qui est le titre de la maison de production de Spike Lee d'ailleurs, pour ceux qui ont la ref. 40 acres and a mule. Quand c'était la Shoah numéro 1, ça leur posait zéro problème. Bah oui, la Shoah en plus, c'était les Allemands qui avaient fait le truc. En gros, la responsabilité incombait aux Allemands, donc ils étaient très contents ils étaient très contents du bail. À la tribune, on s'en allait, conséquence. Car derrière cette posture, un dossier hante Paris. Haïti en 1825, sous la menace d'une intervention. Ah ouais, on n'a pas parlé d'Haïti. Haïti, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, j'ai découvert la chaîne Haïti Inter. Meilleure chaîne au monde. La meilleure chaîne au monde. Je kiffe trop le gars. Il est trop fort. Je pense à un historien, il est trop fort. Je vous la recommande fortement. Donc, Haïti en 1825, sous la menace d'une intervention militaire, l'ancienne colonie devenue indépendante est contrainte de verser à la France une indemnité colossale de 150 millions de francs or. Ça, c'est hors inflation, hein. Je sais pas à combien ça équivaudrait aujourd'hui. Le prix exigé pour reconnaître sa souveraineté. Et en gros, pour dédommager, comme d'habitude, les putains de colons et les putains d'esclavagistes d'avoir perdu leur putain de propriété de merde, vous connaissez les bails. Une rançon historique réduite ensuite, mais étalée sur des décennies qui a durablement étranglé l'économie haïtienne. Je crois que c'est dans les années 1940, 1950, je crois qu'ils ont fini de payer cette dette-là, donc imaginez un petit peu le retard économique qu'ils ont pris à cause de ça. Et encore une fois, juste pour avoir pris leur indépendance, hein. Ça c'est le prix à payer pour prendre son indépendance contre les Français. Idéalement étrangler l'économie haïtienne. Actualiser, cette somme représentait aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros. Voilà, l'inflation, plusieurs dizaines de milliards d'euros, juste pour avoir voulu son indépendance. Ça, c'est la France. C'est là que le débat devient explosif, car reconnaître pleinement le principe de réparation, ça serait rouvrir frontalement ce dossier, l'un des plus documentés. Mais il n'y a pas que celui-là, hein, ça c'est juste pour Haïti. Hein. Après, il y a en gros tous les ports de France, toutes les grandes villes de France, toute l'économie française qui s'est basée sur la traite négrière. Donc, ce serait des centaines, voire des milliers de milliards de réparations, hein, sachez-le. Donc ce débat-là, qui reconnaît pleinement le principe de réparation, ce serait rouvrir frontalement ce dossier, l'un des plus documentés, des plus emblématiques et des plus politiquement inflammables. Jusqu'ici, Paris s'y refuse, privilégiant les gestes mémoriels, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, du symbolique, et des commissions d'historiens sans franchir le seuil d'une restitution ou d'une compensation. Bien sûr, ils sont pas fous. Pas folle la guêpe. Quand la mémoire et la réparation se heurtent à l'histoire, les Antilles françaises ont bâti leur prospérité sur l'esclavage. La France a bâti sa prospérité sur l'esclavage. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, la France le travail forcé d'un captif africain a enrichi les colons, les gars, non, enrichi la France. Alimentait le commerce extérieur français, le commerce intérieur et extérieur français, jetant les bases économiques de la révolution industrielle. L'abolition de 1848 a libéré les esclaves, mais sans aucune compensation. Pas d'accès à la terre, pas d'indemnisation. Les anciens maîtres, eux, ont été généreusement dédommagés, creusant un fossé durable entre descendants des esclaves et élite coloniale. Les béquets, comme on les appelle, les fils de p*** aussi, comme on les appelle sur place. Le fossé entre condamnation morale et blocage politique est au cœur du débat sur les réparations. Comme le rappelle Amnesty International, celle-ci ne se limite pas à des gestes symboliques, elle exige des mesures concrètes. Indemnisation, restitution, programmes éducatifs, reconnaissance officielle et transformation des structures héritées du colonialisme. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de tourner la page, mais de corriger les inégalités qui perdurent. Ça c'est un autre volet, Des précédents à moitié assumés. Des précédents existent, mais ils disent surtout l'embarras des anciennes puissances face à la question des réparations. Bah si, la France elle peut payer, hein. La France elle peut payer. On va faire comme ils ont fait avec Haïti. On va juste étaler les sommes, tranquillement. En Belgique, la reconnaissance en 2024 de la responsabilité de l'État dans les crimes coloniaux, notamment l'enlèvement d'enfants métis au Congo, franchement, si c'était que ça leur crime, j'ai envie de dire, ça irait. Mais non, c'est pas... Au Congo, ils ont fait des dingueries bien pires que ça, ils ont juste retiré les mains de centaines de milliers de personnes. Il y a des crimes, je sais pas pourquoi ils ont sélectionné ça, mais ça me paraît pas être le crime le plus grave. Bon, marque une avancée symbolique. Là encore une fois, on voit quel crime ils sélectionnent, quoi. Léopold, si tu m'entends FDP, on pense pas à toi. Au Canada, les milliards débloqués pour les survivants des pensionnats autochtones et des excuses officielles ont fixé un cadre, celui d'une réparation assumée, quoique tardive. Ok, je suis pas au courant de ça, mais faudrait voir. Faudrait compter. Ils disent qu'ils savaient pas tout était de la faute de ce bon vieux Léopold. Oui, après, en vrai, le Congo appartenait à Léopold. C'était même pas à l'état de Belgique, hein, ça appartenait à Léopold, donc voilà quoi. Après, ils peuvent se dédouaner comme ça. En Namibie, le dossier est un véritable serpent de mer. Entre 1904 et 1908, les troupes coloniales allemandes ont méthodiquement exterminé les Herero et les Nama dans ce que les historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. Et d'ailleurs, ce génocide a servi de prémisse à la Shoah qui est venue après, quoi. C'était le test. Comme dit Norman, encore une fois, les Renois sont le crash test de la civilisation, et ce premier génocide avec les Herero et les Nama a servi après à mettre en place, industrialiser, à tester l'industrialisation du génocide. Plus de
de 60 000 morts, des survivants chassés dans le désert, des terres confisquées et pendant des décennies un silence officiel. Il aura fallu attendre 2021 pour que Berlin reconnaisse formellement le génocide et propose 1,1 milliard d'euros sur 30 ans soigneusement qualifiés de gestes de réconciliation. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que c'est toujours le bourreau qui propose ces sanctions. C'est un peu l'IGPN quoi. C'est la police des polices qui te dit si la police a fait des dingueries. Et c'est elle qui décide de la peine. Il y a comme qui dirait un problème. Il y a une couille dans le potage. Bref, mais à Windhoek, la formule passe mal, car derrière les mots, rien qui ressemble à une réparation juridiquement contraignante. Les représentants Herero et Nama dénoncent une négociation verrouillée entre États, sans eux, et refusent que des projets de développement tiennent lieu de compensation. Ce qu'ils réclament est autrement plus sensible. Des réparations directes, une reconnaissance juridique pleine et la restitution de terres, autant de lignes rouges pour Berlin. Eh ouais, vous voyez la douille? Les terres qui ont été confisquées là, bah ça non, ils les rendent pas ça. Ah ça non. Ah ça non, il y a des compensations sur 30 ans de 1,1 milliard qui correspondent peut-être à 0,01% de leur PIB, donc ils s'en battent complètement les couilles, ils donnent des miettes comme ça. Bon, vous voyez la logique quoi. Résultat, un dialogue sous tension et des recours judiciaires engagés, y compris devant des tribunaux étrangers. Le cas namibien est devenu un test, celui des limites d'une diplomatie de la contrition sans conséquences juridiques. Bon, on comprend mieux les trucs et on comprend aussi le point de vue du point. Il est très intéressant cet article parce que on voit l'angle du point qui est souvent l'angle, le point de vue. C'est le cas de le dire, des journaux français qui essaient toujours de dire « Ah mais regardez les autres, ils ont fait pire, regardez là-bas les États-Unis, regardez l'Allemagne là-bas ». Magnifique. Pour certains observateurs africains, elle marque même une rupture. Le journal burkinabé Le Pays évoque ainsi un ouf de soulagement pour les Africains, saluant une avancée historique après des décennies de silence ou de déni. Mais cette lecture optimiste s'accompagne d'une mise en garde. Rouvrir la plaie de l'esclavage sans réponse concrète pourrait aussi raviver frustration et ressentiment. Ah bah oui, quand ça les arrange quoi. D'autant plus que les logiques de domination dénoncées, extraction des ressources, inégalités structurelles, dépendance économique n'ont pas disparu, mais se sont transformées. Entre mémoire et justice, entre symboles et réparations, la résolution portée par le Ghana ouvre un cycle incertain. Elle consacre une victoire politique pour les États africains, mais laisse entière la question centrale, celle du passage des mots aux actes. C'est là toute l'ambiguïté du moment. Et là, l'encart sur la traite arabo-musulmane qui échappe aux demandes des réparations. Et encore une fois, comment orienter la caméra pour qu'on ne voit plus la responsabilité de l'Europe et de la France. Allez, on lit vite fait ça, de toute façon c'est le dernier truc. Oh, comme par hasard, l'article se termine par ça. Ah, ils savent comment faire. Petit bâtard. Donc pourquoi la traite arabo-musulmane échappe aux demandes de réparation? Alors que la traite transatlantique fait l'objet de demandes de réparation, la traite arabo-musulmane reste largement ignorée. Entre le 8e siècle et le 19e siècle, ah ils cassent les couilles avec leurs chiffres romains. Des millions d'Africains ont été capturés et vendus vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord dans des conditions aussi brutales que celles de l'Atlantique, faux, par des réseaux transsahariens et orientaux documentés depuis des siècles. Donc encore une fois, on rappelle que la traite arabo-musulmane était une traite déjà qui ne racialisait pas forcément les esclaves. Donc déjà ça change pas beaucoup et elle n'a pas codifié, systématisé la traite comme l'a été la traite transatlantique quoi. Ça c'est très important à préciser. Disparu en octobre 2025, voici ce que je vous disais, dans l'indifférence totale de son pays et de tout le continent, comme s'ils en avaient quelque chose à foutre, l'historien et anthropologue sénégalais Tidiane Ndiaye, donc c'est ce que je vous dis, celui qui était souvent sur les plateaux de BFM Télé ou toutes les conneries comme ça, parce que justement ça a reporté la faute sur les Arabes en gros, et comme ça la responsabilité des Européens et de la France notamment était absentée quoi. Des voix fortes, puissantes se sont élevées dans l'Europe des Lumières pour dénoncer cette barbarie. Alors que dans le monde arabo-musulman, les voix qu'on entendait étaient comme celles de Ibn Khaldoun. Ouais. Cet homme avançait l'idée selon laquelle les seuls peuples adaptés à l'esclavage sont les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité et que leur place se situe... Ibn Khaldoun ou Batoutin sont des grands géographes. Mais est-ce que ça veut dire que cela demeure aujourd'hui dans l'esprit de certains arabo-musulmans? Bien sûr, dans l'inconscient collectif des arabo-musulmans aujourd'hui. Avait consacré sa vie à ce pan trop souvent oublié de l'histoire africaine. Soudain, il s'intéresse à cette question. Dans le Génocide voilé, le livre phare, il documente la déportation de millions d'Africains vers le monde arabo-musulman qu'il qualifie de génocide par castration et extermination silencieuse, long de 13 siècles. Et on va faire tout un chapitre sur la question de la traite arabo-musulmane via le livre du professeur Logossa, parce qu'il faut bien comprendre quel est l'impact de cette traite-là, qui a permis quelque part aussi, après la traite, la spoliation négrière, mais il y a des subtilités qui sont archi importantes à comprendre, et on va parler de ces questions-là parce que c'est très important, et il y avait une question justement dans la vidéo là qu'on a fait avec Norman et tout, qui revenait sur ça, et c'est très important de préciser pour bien comprendre les enjeux autour de ces questions quoi. Le professeur Logossa, attendez, je vais vous mettre le... King V. Logossa, et c'est ce livre-là, Traite des Blancs, génératrice des traites des Noirs. Par contre le livre fait 900 putains de pages, enfin 800 et quelques pages, donc c'est un putain de pavé, donc force à vous. mais il est archi intéressant, parce que justement il fait la distinction entre
les différentes sociétés d'esclaves, on va dire, donc les sociétés africaines qui étaient plutôt des sociétés de captifs, les sociétés arabo-musulmanes qui étaient des sociétés d'esclaves, et les sociétés européennes qui étaient des sociétés esclavagistes. Donc à chaque fois il y a des particularités, et il faut comprendre qu'avec l'arrivée notamment des arabo-musulmans, l'Afrique ne connaissait pas le concept d'esclave, qui a été introduit via le Coran et tout ça, et l'introduction de ce concept a fait changer complètement la structure sociale, culturelle, traditionnelle et tout, et ça a bouleversé en fait le fonctionnement sociétal des sociétés africaines et tout ça. Donc c'est pas juste déjà des conquêtes qui ont été faites par les arabo-musulmans, je les appelle les arabo-musulmans, c'était des berbères principalement, des berbères musulmans qui sont donc descendus en Afrique subsaharienne et tout. Et donc il faut bien comprendre que c'est pas simplement la conquête, il y a du hard power, mais il y a aussi du soft power qui a déstabilisé complètement les sociétés africaines qui sont devenues après des sociétés folles parce qu'elles n'avaient plus les mêmes bases épistémologiques, épistémiques et tout ça. Et bref, il y a tout un contexte comme ça qu'il faut absolument comprendre, qui est très très intéressant. Et ce livre-là rappelle toutes ces petites subtilités qui sont très important. Terminons l'article. Donc NDI a dénoncé le pacte du silence autour de cette histoire occultée pour des raisons religieuses ou idéologiques et alerté sur la persistance de routes esclavagistes modernes, notamment en Libye, rappelant que cette mémoire reste tragiquement contemporaine. Ce qui veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas une négrophobie arabo-musulmane. Elle existe. Elle n'est pas de la même ampleur, elle n'est pas structurelle comme a pu l'être la négrophobie occidentale. Si on peut le dire comme ça. C'est pas du tout les mêmes ressorts, c'est pas la même ampleur, bref. En francophonie, peu d'auteurs se sont risqués à aborder ce sujet de manière approfondie. Aux côtés de NDI, seul Malek Shebel a signé un ouvrage, je crois que j'ai déjà entendu parler de lui, mais j'ai pas lu, a signé un ouvrage dédié, tandis que d'autres contributions restent rares. À l'inverse, dans des milieux anglo-saxons et universitaires internationaux, des recherches comme Paul E. Lovejoy c'est un vrai nom, John Yunwick, ou des historiens spécialistes du monde musulman documentent les traites transsahariennes et orientales, montrant l'importance historienne de ces phénomènes souvent laissés dans l'ombre. Encore une fois, on dit pas que ça n'a pas existé, hein. On dit que là, la stratégie du Point et de la France en général, toute l'entreprise médiatique française, c'est d'essayer de déporter leurs responsabilités sur les autres. Dans les sociétés arabo-musulmanes elles-mêmes, le sujet reste sensible. Certains chercheurs contemporains, comme l'historien Mohamed Waldi, soulignent que des mémoires locales de l'esclavage existent, mais que les questions d'identité, de religion et de fierté nationale contribuent à minimiser ou à relativiser ces discussions, amplifiant le tabou autour d'une histoire qui dérange encore aujourd'hui. Avec la disparition de NDI, une partie essentielle de cette recherche risque de s'évanouir, soulignant l'urgence de préserver et d'utiliser cette mémoire longtemps méconnue. Bon, ils s'en battent les couilles clairement, mais vu qu'il y a une attaque qui arrive, ils essaient de détourner un petit peu l'attention. C'est très intéressant. Bon, article, très intéressant pour voir le point de vue franco-centré et comment ils essaient de défausser comme d'hab. Donc très bien, on va écouter ça vite fait. Regardons ça. En 4 siècles, des millions de personnes ont été arrachées à l'Afrique et déportées vers les Amériques pour alimenter le commerce triangulaire. Eh bien, ce mercredi, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme les plus graves crimes contre l'humanité. Un texte porté par le Ghana. Avant de partir à New York rejoindre notre correspondante à l'ONU, je vous propose d'écouter la réaction du ministre ghanéen des Affaires étrangères. Attendez, là on voit le vote. Argentine, rouge. Israël, rouge. United States, rouge. Grèce, ceux qui se sont abstenus. Attendez, la France du coup elle est où là France, c'est dans l'ordre alphabétique, je suis con. France, la France s'est abstenue. Ah mais c'est pas ce qu'il disait dans l'article. Dans l'article il disait qu'ils étaient favorables. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème d'affichage. Alors ah putain. Nous n'avons pas simplement adopté un texte, nous avons affirmé une vérité. Nous avons choisi la mémoire plutôt que le silence, la dignité plutôt que l'effacement, et l'humanité partagée plutôt que la division. Cette résolution ne vise pas à désigner qui il faut blâmer parmi les générations ou les nations. Elle ne vise pas à rouvrir de vieilles blessures. Elle vise à s'assurer que ces blessures ne soient pas oubliées ou niées. Voilà pour cette réaction, une position de l'ONU qui désigne cette période comme une rupture dans l'histoire mondiale avec des conséquences jusqu'à ce jour. Émilie Musset, vous êtes notre correspondante à New York. On a assisté à un moment important, 123 voix pour, 3 contre, États-Unis, Israël et Argentine et 52 abstentions. Que s'est-il passé dans la salle et quels sont les enjeux notamment juridiques de ce vote ? Alors, on a assisté à un moment très fort cet après-midi à l'Assemblée générale. On a entendu notamment des applaudissements au moment de l'adoption de cette résolution. Autre séquence marquante, la place donnée à la parole poétique dans cette Assemblée. On a entendu la poétesse barbadienne Esther Phillips lire un texte poignant sur une petite fille marchant sur une ancienne plantation, texte ponctué de nombreux silences incarnant la douleur indicible des générations d'esclaves et la transmission de la mémoire. Mais derrière l'émotion, il y a bien sûr la question centrale, celle des réparations portée par le Ghana et son président Mahama. Il défend une revendication juridique, pas seulement symbolique. Ce texte, soutenu par l'Union africaine dans son ensemble, vient ainsi approfondir la voie initiée par... L'aspect juridique est archi important, plus que l'aspect symbolique. Les deux sont importants, mais voilà quoi. On sait ce qui bouge d'habitude quoi.
l'organisation, la communauté caribéenne, emmenée par la Barbade notamment, qui s'est dotée d'un plan de réparation en 10 points il y a une dizaine d'années. Le résultat du vote illustre d'ailleurs... Il y a aussi le livre d'Aminata Traoré qui est très intéressant sur le viol, j'ai oublié le titre exact et tout, mais qui parle aussi de toutes les questions de réparation et tout. Donc n'hésitez pas à aller le lire si ça vous intéresse. Les fractures entre puissance occidentale et sud globale, les 123 voix pour viennent en majorité du sud global, alors que les pays européens se sont abstenus, et les 3 voix contre sont les États-Unis, Israël et l'Argentine. Les États-Unis se sont montrés d'ailleurs particulièrement acerbes contre le texte. La position américaine était très ferme. Ils ont déclaré que le texte était hautement problématique. Et ils oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je crois qu'il y a beaucoup de critiques à faire à l'Union africaine, mais c'était une victoire importante. Ouais, franchement, l'Union africaine, c'est très, 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 très problématique sur 1 milliard de points. Mais en tout cas, sur ce point-là, ça reste une avancée, mais il y a quand même des critiques. Mais je pense que c'est vraiment l'initiative là du Ghana. Le Ghana qui a une histoire vraiment de lutte et de révolution, Kwame Nkrumah, tout ça, qui est très importante. Donc je pense que c'est vraiment instigé par eux, et c'est eux qui ont porté vraiment ce truc-là. Donc comme quoi, certaines institutions, si tu sais bien les utiliser, ça peut avoir un certain poids, mais l'Union africaine reste problématique, reste très problématique, quoi. Il faudrait la démanteler pour créer d'autres structures. Mais là, encore une fois, c'est plutôt un truc positif. Et rejettent toute base légale concernant les réparation. Ils disent aussi s'opposer à ce qu'ils présentent comme une tentative de hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Quand ça les arrange. Il y a 52 pays qui n'ont voté ni pour ni contre cette résolution. Ils se sont abstenus. C'est le cas du Royaume-Uni et des États membres de l'UE. Alors comment on explique... Attends, mais pourquoi ils parlent pas... Là, ils ont parlé des Royaumes-Unis, mais la France... Vous êtes français ou c'est quoi la chaîne La chaîne s'appelle France 24. Pourquoi vous n'avez pas donné le résultat de la France? C'est le cas du Royaume-Uni et des États membres de l'UE. Alors comment on explique cette abstention, notamment celle de la France? Ah, ok, pardon. My bad. Celle de l'abstention de la France s'explique en fait par la lignée que prend constamment la France depuis plus de 25 ans, celle de refuser la question des réparations. C'est ce qu'a... Bon, au moins c'est assumé. Au moins c'est clair et assumé. Ouais, non, c'est mort. C'est mort, c'est notre ligne. L'ambassadeur Jérôme Bonafont, aujourd'hui, il a présenté une allocution, il a basé sur la reconnaissance, la mémoire, l'action, mais jamais sur les réparations. La France a rappelé qu'avec la loi Taubira, elle était parmi les premiers pays à reconnaître... Vous voyez, et c'est là où il y a la douille. Vraiment, Taubira, pour moi, j'allais dire c'est une criminelle. J'abuse. Mais elle a vraiment servi de serpillière. Elle a vraiment servi de token à cette putain de présidence Hollande. Hein. Vraiment, c'était le paillasson. C'est le paillasson de cette pute. Bref, je vais m'énerver après. Avançons. À faire la reconnaissance du crime contre l'humanité, mais la clé est là. Depuis la loi Taubira, la France défend une réparation mémorielle et symbolique, mais jamais juridique. En gros, voilà, ils s'en battent les couilles. Et vraiment, c'est toute la douille du truc. Et franchement, c'est pour ça que cette loi Taubira, elle est problématique. Elle est vraiment problématique. On croit que c'est une victoire, mais c'est une défaite. Et c'est pas pour rien que la BAN, notamment, allait souvent à la commémoration pour dire arrêtez avec vos trucs symboliques et tout. On voit la douille, on la voit à 40 000 km. C'est ce qui explique, bien sûr, son abstention aujourd'hui. Alors, dans l'histoire, plusieurs associations ont tenté à plus... Bah ouais, en fait, elle a voulu inscrire son nom dans le panthéon français, mais elle a tué son peuple, quoi. Alors qu'elle était indépendantiste. De base, c'est vraiment une indépendantiste, c'est vraiment quelqu'un de basé et tout, quelqu'un qui a des vraies convictions, mais voilà, elle a servi de paillasson, Moi, je n'ai plus aucun respect pour cette dame. Zéro! Plusieurs reprises de faire bouger cette position de la France, de l'infléchir, mais pour l'instant, la France n'a jamais ouvert cette question des réparations. Voilà. Et je voulais juste voir Jimmy Boy au nu. Je crois qu'il y a 2 vidéos. 123 pays ont voté pour, 3 contre, et pourtant, on en parle à peine. L'ONU vient de franchir un cap historique sur l'esclavage. Le 25 mars 2026, soit il y a 2 jours, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, une résolution est adoptée. Elle affirme que la traite transatlantique des Africains, réduit donc en esclavage, et ainsi que l'esclavage lui-même, sont l'injustice la plus inhumaine et la plus durable de l'histoire. 123 pays, comme je le disais, votent pour, 3 votent contre, dont l'Israël, les États-Unis et l'Argentine. Et 52 s'abstiennent. Et ça, c'est très important. Parce que ça... J'avais même pas réalisé, mais 3 pays génocidaires, quoi. C'est quand même... Il manque plus que l'Allemagne, et c'est bon, quoi. On a le trio du jour, on a le quatuor du jour. Ça montre quoi? Ça montre que, même aujourd'hui encore, la reconnaissance totale de ce crime fait encore débat. Pendant plus de 400 ans, pour ceux qui ne le savent pas, qui vivent dans une grotte, des millions d'êtres humains ont été arrachés à l'Afrique, enchaînés, déportés... Ouais. Drapeau bleu et blanc, un gros problème. Quand il y a du bleu et du blanc dans ton drapeau, voilà, ça...
si tu rajoutes une petite couche de rouge, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Exploité dans des plantations. Et ce n'était pas marginal. C'était un système mondial organisé, structuré, comme je le dis très souvent, qui a façonné l'économie et notre monde moderne. L'ONU va encore plus loin. Elle affirme que cet héritage continue aujourd'hui, continue dans le racisme anti-noir, dans les inégalités persistantes, dans les déséquilibres économiques mondiaux tout simplement. Et derrière, elle le dit très clairement, il faut réparer les torts historiques. Et là, on touche au cœur, au centre même du problème. Parce que parler de réparation, ce n'est plus seulement reconnaître, c'est en assumer les conséquences. Concrètement, pas de paix sans justice réparatrice, dit l'ONU. La vraie question maintenant, c'est quoi? C'est qui est prêt à aller jusqu'au bout? Tac, et je crois qu'il y avait une petite dernière vidéo, on se regarde la petite dernière vidéo. Pourquoi l'Europe s'est abstenue? Je le redis encore une fois, 123 pays ont voté pour, 3 ont voté contre. Ok. Mais le plus intéressant ici, en tout cas les plus intéressants, ce sont ceux qui n'ont rien dit du tout. Le 25 mars 2026, je le rappelle encore une fois, l'ONU adopte une résolution historique. L'esclavage et la traite transatlantique sont qualifiés maintenant comme l'injustice la plus inhumaine et la plus durable. Ça quand même, la terminaison elle est importante, hein. Elle est lourde de conséquences. Elle est lourde et lourde de conséquences, quoi. 123 et historiquement lourde. Contre et 52 abstentions. On va s'arrêter dessus. Parmi ces abstentions, plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France. Et ça, il faut bien le comprendre. S'abstenir, pour être très clair avec vous, ce n'est pas être neutre, non du tout. En politique internationale, s'abstenir, c'est un choix très précis. C'est dire, on ne s'oppose pas, effectivement, mais on ne s'engage pas non plus. Et là maintenant, il faut lire entre les lignes. Parce que cette résolution ne parle pas seulement du passé, non. Elle parle de réparation, de responsabilité historique et de conséquences actuelles. Et beaucoup de pays européens sont directement concernés. France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal, Espagne, tous ces pays ont participé, à des degrés différents effectivement, mais ont participé à la traite transatlantique. Espagne, ils sont courageux en ce moment là sur la Palestine et tout, mais qu'est-ce qui se passe avec la traite négrière? Comment ça se passe? La richesse qui se fait en Espagne, c'est quoi les bails? Comment on fait? Et à l'esclavage colonial. Donc, s'abstenir, ce n'est pas éviter le débat, non, c'est éviter les conséquences. Parce que reconnaître enfin, pleinement je le dis, c'est potentiellement ouvrir la porte à des réparations financières, à des demandes politiques et à une remise en question des récits nationaux et narratifs. Le combat de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. L'ONU parle de justice réparatrice. Mais l'abstention, elle, dit tout autre chose. On reconnaît tant que ça ne coûte rien. Merci. Juste 3 trucs par rapport à cette reconnaissance. Donc encore une fois, comme on disait, c'est très important. Enfin, c'est un pas très important. Ça vient conclure des années de lutte de la part des afro-descendants et tout ça. Donc ça, c'est archi important. Donc il faut mener aussi ce combat sur la scène politique, la scène juridique, la scène internationale et tout. Mais il y a quand même 3 points que moi j'ai soulevés, qui peuvent poser problème. C'est que l'ONU se fait passer pour les bons en distribuant les bons et les mauvais points, même si c'est un vote général et tout ça. Mais en gros, ça se passe à l'ONU et donc ça devient un petit peu l'instance légitime pour décider de ces problématiques, alors qu'on sait très bien que l'ONU, elle n'est pas impartiale, voilà, que c'est une douille en gros de la modernité blanche occidentale. Bon, après, encore une fois, il faut quand même mener la lutte aussi sur ce terrain-là, donc c'est quand même important, mais ça dit quand même quelque chose du crédit qu'ils ont et des lieux où on est obligé d'aller pour faire valoir nos droits, donc ça c'est important. Et ouais, ils sont passés pour les bons, en gros, c'est un peu comme Schulcher, c'est eux qui mettent fin au truc, c'est eux qui reconnaissent le bail, et ils prennent tirent la couverture vers eux, alors que toutes les luttes qui ont été menées et tout, elles sont pas mises en valeur, et c'est elles qui ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Et le dernier point, c'est l'ONU qui va fixer les réparations, quoi. S'il doit y avoir une justice, ce sera la justice de l'ONU, et c'est eux qui vont fixer les réparations. Alors qu'encore une fois, l'ONU, c'est plutôt les bourreaux dans l'histoire que les victimes. Donc ça, c'est problématique, on va se faire encore douiller à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'il va falloir créer aussi des instances qui nous représentent, les pays du Sud notamment, pour créer un rapport de force et pour faire valoir réellement nos intérêts. Aujourd'hui, la loi est votée au Parlement, semblable à l'AS. Oui, c'est ça, c'est problématique, quoi. Tant qu'on n'aura pas nos institutions et qu'on n'aura pas des vrais... on ne pourra pas faire valoir des rapports de force et tout, on va se faire douiller, quoi. J'ai peur qu'ils prennent l'Union africaine et qu'ils se mettent d'accord sur des miettes... il y a ça aussi. Le problème de l'Union africaine, c'est que ça reste les petits de l'Occident, en gros, et ils sont facilement détournables, quoi. Donc ça, là aussi, c'est problématique. Et voilà, quoi. On va terminer là-dessus. Bref, merci d'être présent. Le stream là il était assez de spi, c'était une petite heure vite fait, mais bon, ça a permis de parler du sujet qui était quand même important. Et voilà, quoi. Merci tout le monde, on se retrouve, je sais pas quand, mais on se retrouve et portez-vous bien. A plus.